Secrets de nature, première édition. C'est parti, générique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler potager. Nous allons évoquer son histoire, son utilité, mais surtout nous allons tenter de comprendre comment devenir un jardinier efficace. Et là c'est fou, mais chacun a ses petits trucs, ses petits secrets qui font des grandes différences. Alors quand on aborde le sujet avec des jardiniers, en général c'est plutôt bouche cousue. Le secret de jardin, ça ne s'avoue pas. Sauf que nous, on a réussi à mobiliser deux repentis du secret qui ont accepté de briser cette discrète omerta. Alors, on accueille et on les applaudit. On accueille Jean-Philippe Dartois et Olivier Pied-Derrière, deux vedettes du potager médréacien. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vrai que les jardiniers, ils n'aiment pas donner leurs trucs ? Peut-être. On donne peut-être pas tout au départ. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu comme les pêcheurs, j'imagine. On est un peu réticent de dire bah tiens, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça. Est-ce qu'il y a de la compétition finalement entre jardiniers amateurs ? Un petit peu, mais après c'est un peu comme les pêcheurs. Il y a des... On en parlait un peu en coulisses, il y a les endroits aussi qui fait qu'il y a des terres à potager et des terres un petit peu plus compliquées. Voilà, à travailler. Alors, pour vous présenter, on a quelques images qui vont permettre de comprendre d'où vous venez et où vous travaillez. On va commencer par les images de Jean-Philippe. Il est où ton potager exactement ? Et il fait quelle taille ? Alors donc, j'habite à Médréac, donc le potager à Médréac. Et il fait 300 mètres carrés plus 50 en serre. Donc j'ai 350 en tout. Alors pour bien comprendre, tu n'es pas du tout un maraîcher professionnel. Pas du tout. Je suis comptable. Donc je fais ça plus un peu par plaisir et par échappatoire. Ça permet de se vider un peu la tête. Tu fais ça depuis longtemps ? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es lancé dans le maraîchage ? Par exemple, ça c'est quoi ? Ça c'est des tomates sous châssis. Comment à l'époque où j'avais pas encore ma serre. Donc j'ai acheté une serre un peu pour me faciliter la vie. Parce qu'il faut que je monte et démonte ça tous les ans. Donc voilà. Et sinon, pour répondre à ta première question, donc je fais ça depuis mon plus jeune âge. Donc étant, on va dire, fils agriculteur, le travail de la terre, c'était un peu mon truc. Donc voilà. Alors, ce qui est étonnant chez toi, c'est que tu produis suffisamment de légumes pour être complètement en autonomie toute l'année. Oui, on n'achète pas de légumes ou des légumes qui ne se produisent pas chez nous, mais sinon, ouais, on fait des conserves, on cultive assez... voilà, là on a tes images. Bon, alors là c'est la production de l'année dernière, je crois. Ouais, donc ça c'est haricots et où il y a le grillage, c'est les petits pois. Donc il y a une deuxième planche de haricots qui est fraîchement semée là, qui commence à lever juste après les haricots. Et après il y a des poireaux qu'on voit un petit peu plus loin qui sont fraîchement plantés aussi. Comment on fait pour avoir des haricots comme ça ? Parce que les miens en général ils sont mangés par les limaces. Je saurais pas te dire pourquoi. Après, je récolte ma graine. Donc après, il y a peut-être ça aussi, je sais pas. C'est pas de la graine achetée dans le commerce. Non, j'achète pas de graines. Ouais. Olivier, t'as un truc toi pour les haricots ? Alors pour moi, les haricots, je les sème pas en direct. Moi, j'ai pas le même terrain que Jean-Philippe. J'ai un terrain très argileux, très humide. Donc je suis obligé de faire déjà un pré-semis, on va dire ça comme ça, dans les petits godets avant de repiquer. Sinon, j'en ai la moitié qui pourrissent. Alors, les limaces, ça dépend des années. Cette année, je pense qu'ils sont présentes. Ils sont présentes physiquement, mais pas pour l'instant dans les haricots. Et pour les haricots,
Et je leur fais une bonne partie dans ma serre, moi, et non à l'extérieur. Parce que quand on peut faire des semis d'haricots, c'est-à-dire à quel moment il faut les déplanter et les replanter? Alors, ouais, j'en ai fait, voilà. C'est ta serre. Voilà, c'est pas celle de l'an dernier, hein, j'ai pas triché comme toi, Jean-Philippe. Ouais, attends. Il faut dire que tu m'as quand même envoyé des photos de l'année dernière. Parce que voilà. Tu t'es dit, Jean-Philippe, il a envoyé des photos de l'année dernière, moi aussi. Hein. Voilà, ça c'est celle de cette année, donc les aubergines, la salade, les tomates qu'on avait vues avant, et il y avait deux grandes barquettes dans le fond de la serre où je les ai semées lundi dernier. Donc ils vont mettre 4-5 jours, une semaine à lever, et dans 15 jours je vais les repiquer. Mais concrètement, les haricots, alors quand on fait quand on repique les haricots, on les repique à quelle taille? 10-15 cm. 10-15 cm. Ouais, tout à fait. Si je tutoie. Ah bah oui, voilà. Sur ce plateau, tout le monde se tutoie, voilà. Donc n'hésite pas. Merci. Malheureusement, si on les pique trop petits, la plante va être trop fragile et ils risquent de périr. Voilà. Alors que s'ils ont une certaine hauteur, ils vont mieux prendre, on va dire ça comme ça. 2 ou 3 feuilles, ouais. C'est fréquent le repiquage, pour vous, pour vos techniques personnelles, vous repiquez souvent, je sais pas, par exemple les choux, les choses comme ça, vous les faites en direct ou alors, plutôt... tout ce qui est choux, en règle générale, c'est du repiquage aussi, hein, c'est du semis, mais plus à la volée, et il va avoir assez de plants pour pouvoir les repiquer. Qu'est-ce qu'on repique alors? Le poireau, j'imagine. Ouais, oui. Le poireau, pareil, c'est du semis. Moi, ça, c'est très très long à venir, le poireau. Hein. Moi, je fais pas de semis de poireau, c'est impossible pour ma terre. Il faudrait que je fasse le semis dans ma serre, pareil aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Les oignons. Ouais. Ah, tu fais du semis d'oignons? Ouais, j'en ai fait, ouais. Parce que c'est plus pratique de les acheter déjà en sachet dans les oignons. C'est très long, c'est comme le poireau, c'est très très long. Donc, ouais. Mais bon, après, j'ai voulu faire l'expérience de semis d'oignons et ça a bien marché. Donc là, il n'y aurait plus qu'à les replanter, mais il faut 2-3 ans pour avoir du bel oignon. Mais moi, perso, le melon aussi, je le repique. Ah oui, alors là, on a des images quand même intéressantes. Là, c'est un melon qui vient de chez Jean-Philippe. Alors aujourd'hui, le melon, c'est plus répandu, mais tu as quand même été un des premiers maraîchers, en tout cas d'ici, à faire du melon. C'est pourquoi déjà et pourquoi c'est difficile? Alors, ça fait 20 ans que je fais du melon, parce que j'aimais beaucoup ça quand j'étais jeune. Et puis je me suis dit, tiens, je vais récupérer la graine, puis je vais la ressemer, on va voir ce que ça va donner. Et puis ça a bien marché la première année, j'avais 2-3 melons. Et puis au fur et à mesure, j'ai amélioré ma technique. Puis maintenant, je suis à 10-15 melons par pied. Donc voilà. Et à chaque fois, tu prends la graine de l'année précédente après, de temps en temps, on achète des melons en début de saison parce que ça ne produit pas. Et du coup, je récupère la graine des melons qu'on achète. Alors, c'est quoi justement les petits trucs pour réussir son melon? Donne ta recette aux gens qui sont là. Après, c'est le melon en soi, il a besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup d'eau. Donc après, faut pas. Enfin, moi, je me suis fait avoir dans les premières années, c'est-à-dire que j'arrosais un peu comme tout le monde par-dessus. Sauf que les premières années, c'était sympa, ça marchait bien, jusqu'au jour où j'ai eu la maladie de l'oïdium. Donc c'est un peu comme le mildiou, c'est un champignon, mais qui se répand sur la feuille, et puis la feuille devient blanche, puis le plant meurt. Donc maintenant, c'est au goutte à goutte au pied. Et au fur et à mesure, c'est pareil. Les melons, ils étaient très petits. C'était bon, mais petits. Donc, je les mets sous bouteille. Les bouteilles d'eau, là, j'ai pris ça comme système de cloche pour que la chaleur se concentre mieux sur le fruit et il grossit mieux et il est plus savoureux. Mais ils sont en serre quand même, hein. Ils sont pas en extérieur. Ouais. Alors, c'est pareil. Avant, c'était sous tunnel. Depuis l'année dernière, je suis en serre. C'est beaucoup plus pratique. Et Olivier, toi aussi, tu fais du melon? Oui, pareil, en serre. Sinon, j'ai essayé aussi à l'extérieur. Pareil, malheureusement, le melon, il a du mal à profiter, à grossir. Et puis,
quand on pense qu'il arrive à maturité parce qu'il se détache, il n'est pas très goûté. Donc ma solution, c'est melon, mais je le fais grimper moi. Je fais tout grimper, concombre, melon, pour gagner de la place dans la serre. Oui, alors là, on a des images de toi. Il y a des images de tomates où ça grimpe beaucoup. Il y a des images d'haricots. Tu fais beaucoup des haricots. Grimpant. Pourquoi tu fais des plants qui grimpent? Pour gagner de la place. Alors pareil, je suis un petit peu comme Jean-Philippe. Moi, c'est le goutte à goutte. Avant, j'avais un tuyau micro perforé. C'était pas l'idéal, alors que maintenant, c'est directement arrosé au pied sur la plante. Autrefois, là, on a vu, là, on voit par exemple, tu mets des bâches, mais ça, c'est récent en fait. C'est récent, tout à fait. Avant, c'était que du paillage, de la paille, avec de la pelouse. Voilà, donc j'ai un peu de paillage là où ça c'est pas arrosé. Sinon, c'était que du paillage et de la pelouse, mais j'avais beaucoup de mulots. Voilà, énormément de mulots, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc j'ai changé de technique, c'est peut-être pas la plus écologique, hein, mais après la bâche je la récupère d'une année sur l'autre. Par contre, j'ai moins de problèmes de limaces, plus de mulots, beaucoup moins. Du liseron. Du liseron, de toute façon, paillage ou pas paillage, le liseron il se cache dessous. Voilà. Ça change pas grand-chose. Liseron, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est l'oxalis, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Après, le chien-dent, on arrive à s'en débarrasser, et les orties aussi. Et toi, tu fais du paillage ou de la paillage toile à l'ancienne. Paillage à l'ancienne, t'as pas de toile du tout. Non, j'ai pas encore les bâches. La prochaine étape. Alors, c'est un peu la vedette de nos potagers, celle qui suscite souvent les questions, c'est la tomate. Comment s'y prendre pour cultiver correctement une tomate? On a été demander des conseils à Renan Vauclair, qui est maraîcher du côté de Montauban de Bretagne, et il nous explique comment on cultive la tomate. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça bosse dur. Ouais. Donc là, quand on tuteur, il faut faire super attention de ne pas pincer le bouquet. Si on met la ficelle au ras du bouquet, en fait, quand les fruits vont être mûrs, ils vont être lourds et ils vont pencher de l'autre côté, en fait. Et donc, du coup, l'alimentation en sève élaborée des fruits va plus se faire. Et la sève élaborée, c'est ça qui donne le sucre à la tomate, en fait. Donc, c'est tout l'intérêt de notre activité, c'est d'avoir des tomates qui ont du goût, quoi. Et en fait, la coccinelle, elle mange une 40aine de pucerons par jour. Par contre, les larves qu'on voit, alors là, c'est encore des œufs. Mais une fois que les œufs vont éclore, il y aura une larve qui va manger. Chaque larve va manger à peu près 400 pucerons par jour. Et donc quand tu me dis que tu récupères les coccinelles, tu veux dire que c'est toi qui vas les récolter dans les champs? Voilà, c'est ça. Donc les premières années, on les achetait à un laboratoire en fait, qui nous les fournissait vivantes et on faisait des lâchers, ce qu'on appelle des lâchers d'auxiliaires en fait, qu'on lâche dans le champ. Et moi, j'avais l'idée d'éventuellement d'aller voir dans la nature si je ne pouvais pas les trouver moi-même directement pour les ramener et que ça soit des coccinelles du coin, quoi. Et donc du coup, au bout de quelques années à les observer, je me suis rendu compte qu'en hiver, je savais où elles se planquaient. Et donc du coup, au printemps, je vais les récupérer, je les mets dans une petite boîte et je les relâche là où j'en ai besoin, quoi. Trop bien. Voilà. C'est génial. Et du coup, là, le fait de ramener des auxiliaires, tu as réussi à te passer complètement de produits chimiques? Les premières années que je ne connaissais pas trop bien les auxiliaires, j'avais acheté un produit justement qui tuait les pucerons. Et, parce que j'étais complètement envahi par les pucerons. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été très compliqué à mettre en place parce qu'il fallait faire des traitements très réguliers pour que ça soit efficace. Donc moi, j'étais pas assez assidu, donc ça n'a pas bien marché. Et au-delà de ça, non seulement ça a tué un petit peu de pucerons, mais ça a surtout tué tous mes auxiliaires. C'est-à-dire que l'année suivante, je me suis retrouvé complètement envahi de pucerons parce qu'il n'y avait plus les auxiliaires naturels qui faisaient leur part de boulot en fait. Et donc du coup, depuis ce jour-là, j'ai complètement arrêté en me disant je vais avoir quelques années où ça va être vraiment compliqué. Et puis il y a un moment où la nature elle va retrouver son équilibre et puis on aura beaucoup moins de casse, quoi. Donc là, aujourd'hui, tu n'as plus trop de problèmes avec les pucerons, du coup? Bah là, on en a pas mal quand même parce que c'est l'année aussi, l'année n'est pas simple. Mais globalement, on arrive. Alors là, ça commence à être un petit peu embêtant. J'espère que les auxiliaires naturels vont commencer à arriver parce qu'il fait un petit peu meilleur.
Maintenant, c'est un peu un défi qu'on Tu iras à la se donne. chasse aux coccinelles sinon. Je vais retourner à la chasse aux coccinelles, ouais. Donc là aujourd'hui, tu n'as plus trop de problèmes avec les pucerons du coup? Bah là, Parce que là, je vois qu'il y on en en a, a, du coup. on en a pas mal quand même parce que c'est l'année aussi, l'année est pas simple. Mais globalement, on arrive. Alors là, ça commence à être un petit peu embêtant. J'espère que les auxiliaires naturels vont commencer à arriver parce qu'il fait un petit peu meilleur. Maintenant, c'est un peu un défi qu'on Tu iras à se la donne. chasse aux coccinelles sinon. Je vais retourner à la chasse aux coccinelles, ouais. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de tomates, Bah là, on a on en plutôt est- parlé d'auxiliaires. Est-ce que ça, c'est important, les auxiliaires, dans vos serres? Alors, les auxiliaires, et surtout, c'est marrant, il n'a pas parlé d'abeilles pour les tomates. Il a parlé de pucerons. Là, il y avait surtout, je pense qu'il y avait beaucoup de pucerons sur ses concombres et tout ça. Mais sur la tomate, il n'y a pas beaucoup de pucerons. Bah, moi, j'en ai pas trop. Par contre, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation, il faut le faire manuellement. Et là, pour un maraîcher, c'est un boulot de titan, on va dire. Alors, pareil, les bourdons, moi, je les capturais. Au début, je m'amusais à les capturer, les enfermer. Voilà, mais il faut les choper. Tu les attrapais à la main? Ah ouais, avec un ouais. petit pot en verre, voilà, Ah ouais. le petit capuchon, Ah, d'accord, et tu ça les prend ramènes du dans temps, la ouais. serre. Ah ouais. Ah ouais. Ok, sympa. C'est sympa, tout à fait. Alors, souvent, les maraîchers, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils achètent des boîtes à bourdons directement. Ils achètent les boîtes à bourdons, ils ferment les serres pour que le bourdon s'acclimate ou s'habitue à venir butiner les fleurs des tomates. Ouais. Ou sinon, faut les faire à la main. Faut chatouiller un petit peu la fleur tous les jours. Voilà. Et est-ce que on peut mettre des fleurs aussi dans les serres, non? J'imagine Ouais, que ça tout à attire, fait. ça. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai mis de la lavande. Comme j'ai changé de serre depuis 2 ans, le pied de lavande, j'ai arraché. Et puis, je mets quelques plants de fleurs à l'intérieur. Ouais. Alors, Yves-Marie, est-ce que ce sont des bons conseils ce que nous donnent nos journalistes spécialistes? Tu n'es peut-être pas maraîcher amateur, mais au moins tu es historien et botaniste. Je rappelle à tout le monde qu'Yves-Marie est l'ancien directeur du Musée des plantes de Paris, et donc du coup un spécialiste de l'histoire des plantes. Oui, donc étant spécialiste de l'histoire des plantes, je ne suis pas forcément spécialiste de la culture des plantes, et entre autres donc du maraîchage. Mais de toute façon, tous les conseils qui ont été donnés me semblent pertinents, et donc il n'y a pas de raison finalement de ne pas suivre ce qui vient d'être dit, et entre autres de faire attention justement à l'ensemble des insectes qui peuvent exister dans la nature et qui peuvent être en effet de précieux auxiliaires à la fois pour la fécondation et pour lutter contre un certain nombre de maladies, en sachant que quelquefois les maladies sont quand même plus virulentes que les auxiliaires et qu'on n'arrive pas toujours à ces fins. D'où l'utilité parfois du produit chimique, tout ça, ou jamais. Jamais. Moi, j'en ai fait un petit peu à une certaine période. Maintenant, depuis 2-3 ans, je n'utilise plus rien. Voilà. Ouais, Est-ce que la nature... Alors, j'ai beaucoup de coccinelles à venir dans la serre. Moi, par contre, j'en ai jamais capturé. Est-ce qu'ils sont venus naturellement? Je pense qu'ils viennent naturellement. J'ai les petites larves qu'on les voit bien apparaître. Voilà, je pense que la nature, pour le moment, fait bien les choses. Et ça, c'est bien utile, les coccinelles. Oui, C'est efficace. Oui. Ah oui. Dernière petite question comme ça, technique. La lune, ça compte ou pas pour vous? Parce qu'à chaque fois, on parle avec des gens, ils disent oui, j'ai planté avec la lune ou tout ça. Et alors, c'est un peu mystérieux cette histoire de lune. Alors, mes parents, mes grands-parents m'en parlent à chaque fois. Moi, j'ai moins de temps qu'eux, on va dire ça comme ça. Je m'occupe pas de la lune. C'est peut-être pas bien, mais je fais comme ça. Et Jean-Philippe? Je l'ai fait une année où j'avais acheté un agenda où je mettais tout par rapport aux lunes et tout ça. Et en fait, je fais un peu au feeling maintenant. Mais j'ai toujours entendu mes parents dire faut planter à Pâques et tout ça. Donc il y a une histoire de lune quand même, malgré tout. Mais bon, tu t'en tiens pas trop compte finalement. Il y a juste là. Il y a juste à T'as Pâques. pas vu de différence entre le moment où t'as fait attention Non, j'ai pas vraiment vu de grande différence. Il y a juste la végétation qui peut différer un peu, mais après la production, ça change pas grand-chose. Merci Jean-Philippe. Nous allons accueillir maintenant notre chroniqueur, le chroniqueur qui s'occupe des bons trucs. Alors c'est un chroniqueur un peu spécial,
puisque lui, il n'est pas du tout jardinier, hein, mais pourtant il va quand même vous parler de jardinage. Ouais, t'as le droit de la musique, ouais. Voilà, il s'appelle Emmanuel Mathieu. Il s'est plongé pour nous dans les arcanes de la permaculture. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui ne connais pas, du coup, il faut le dire, il ne connaît pas la permaculture, mais tu vas quand même nous donner des conseils si on veut essayer de mettre son potager en permaculture. Voilà, donc bonjour. Parle dans le micro plus près, s'il te plaît. Bonjour à tous. Comme expert en permaculture, avec la grande expérience que j'ai, je vais vous donner évidemment des conseils. J'aimerais juste vous montrer un petit peu mon niveau. Donc j'ai photographié mon jardin et ça fait plusieurs années que j'attends que la terre reprenne de la vie. Et ça fait 15 ans. Donc là, je crois qu'elle est prête. Et comme il faut nourrir la terre, vous allez pouvoir voir, je l'aide avec ce que je mange. Donc de temps en temps, dans une casserole, je mets ce que je ne mange pas. Et je la nourris et elle pousse. Voilà. Ça doit prendre du temps parce que la bassine, elle n'est pas très grande par rapport à la taille du jardin. Ça fait 15 ans. Ça prend du temps, mais quand on se met à la permaculture, il faut prendre le temps. Donc ça, c'est le premier renseignement que tu as trouvé dans les livres. C'est le premier renseignement que j'ai trouvé dans les livres. Il faut prendre le temps, oui. C'est que ça prenait du temps et il fallait être, convaincu de l'objectif. Ensuite, la photo d'après, c'est l'endroit où je vais faire mon potager. Alors la permaculture, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'idée c'est quand même de faire vivre les plantes les unes avec les autres. Donc là, c'est le potager avant d'être préparé. J'imagine que chez vous, c'est presque identique. C'est presque identique. Donc vous avez donc un expert à côté, un vrai. Et la permaculture, je trouve que ça se résume bien par une petite histoire. Le papillon azuré, donc le papillon mâle est bleu, le papillon femelle est brun. Et le papillon bleu azuré, quand il est sous forme de chenille, on l'appelle le myrmécophile. Et il dégage des phéromones qui sont les mêmes phéromones que la fourmi reine-mère dans une fourmilière. Et quand la chenille se déplace, elle attire les fourmis qui la ramènent dans la fourmilière pour la protéger des intempéries et des prédateurs. Et la permaculture, c'est un peu ça, c'est un peu la nature qui vit ensemble et c'est un peu le principe, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai découvert. Alors après, j'ai trois petits trucs. Ouais, t'es là pour ça en fait. Je suis là pour ça, voilà. Tu fais la rubrique des petits trucs, alors on les attend. Alors la rubrique des petits trucs. Parce que pour l'instant, ça marchait pas trop tes trucs sur le jardin là. Ça... Ouais, non, si, ça marche très bien, il pousse. Mais après, je pense qu'il faut s'en occuper. Alors, il faut arroser. Moi, je ne savais pas, mais en fait, j'arrose le soir. Et c'est une mauvaise idée, puisque quand vous arrosez le soir, la nuit, la terre est humide et vous attirez les limaces et les escargots. Et il vaut mieux arroser le matin. Et pour faire disparaître ces limaces et ces escargots, il y a un outil bien pratique qui est donc le canard. Vous mettez des canards dans votre jardin et il va vous picorer tous vos... Donc il faut 4-5 canards, paraît-il. Quelle sorte de canard ? Quelle sorte de canard ? Alors moi je disais le canard tigre, mais c'est pas celui-ci. Vous le saurez à la fin de l'émission. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va vous donner le vrai nom du canard. Donc restez. Voilà, restez. Et puis sinon, il y a les poules aussi. Donc les poules en hiver, vous pouvez les mettre dans votre potager et elles se contentent de gratter le sol, d'aller chercher les œufs de limaces et puis de nettoyer le potager. Et quand arrive le printemps, vous les sortez et votre potager est nickel sans avoir travaillé, ce qui est quand même pas mal. Et c'est plutôt mon cas. Le troisième petit truc... c'est le paillage. Voilà, le paillage. Pourquoi le paillage ? Parce qu'en fait, il paraît que la nature a horreur du vide. Donc voilà, là, je prépare mon paillage avec ce que j'ai pu. Et donc du coup, la nature a horreur du vide. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez préparé votre terre, c'est la pailler pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Et vous pouvez le faire avec votre tonte, avec du marc de café, du thé. Ou alors de la paille tout simplement, ou du bois, de la taille de haie que vous avez broyé. Voilà, c'est les 3 petits trucs. Et alors, tu as trouvé un livre qui t'intéressait particulièrement ? Tout à fait. Il y a un livre que je recommande pour ceux qui passent beaucoup de temps dans leur potager. Ça s'appelle « Le potager du paresseux ». Le potager paresseux, oui, tu peux le montrer à la caméra en le retournant. Oui. Voilà. Le potager du paresseux, c'est vous restez dans votre chaise longue et puis vous attendez que ça pousse.
Et tout est là-dedans. Voilà. Ouais, mais moi j'ai acheté le livre, je l'ai lu, ça n'a pas marché en fait. Non, ça marche pas. Non, tu vas voir. Olivier, qu'est-ce que tu en penses de ces conseils ? Alors voilà, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Hein. Merci. Et alors, qu'est-ce que tu prends ? Alors, c'est dommage parce que j'ai pas vu ces canards tigres. J'ai bien aimé les voir. Je connais pas cette race-là. Pareil, le papillon, très intéressant. Malheureusement, j'en aime malheureusement quelques-uns dans mon potager. C'est pas ceux que je préfère. Donc voilà, et le paillage, peut-être un peu épais le paillage. Alors, épais, pas en sens de la hauteur, mais de la taille. Je pense un paillage un peu plus fin, mais plus épais serait peut-être plus adapté. Alors Yves-Marie, la permaculture qui est quand même à la mode aujourd'hui, on en parle beaucoup, est-ce que c'est pas finalement revenir à des techniques anciennes, quelque part faire du neuf avec du vieux ? Alors, si on s'occupe que de la technique, en effet, on peut dire que ça a toujours existé, que le paillage a toujours existé pour bien des cultures. Si on prend la permaculture en tant que telle, c'est quand même une philosophie de vie. Donc ce n'est pas uniquement finalement un problème de potager, c'est un problème de rapport avec la terre et de savoir de quelle manière la terre nous renvoie, je dirais, ce que l'on veut bien lui donner. Et de quelle manière on entretient finalement cette relation avec la terre. Donc c'est initialement une philosophie avant d'être une technique qui a des avantages, mais qui en effet a existé depuis fort longtemps. Alors justement, en parlant de technique potagère, on va revenir un peu dans l'histoire, on va avancer. On va partir autour du XVIIe siècle, notamment avec la construction du potager du roi à Versailles. C'est un espace assez magnifique, a été très important pour la cour de Louis XIV. Alors, pour nous en parler, Chloé, notre rubriqueuse histoire, va venir sur le plateau. Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Alors absolument, le potager du roi Louis XIV, très amateur de légumes et de fruits, a fourni à la cour des produits de plus en plus diversifiés. Donc ce potager, il était situé près du jardin de Versailles, du château de Versailles. Son potager de 9 hectares est créé le potager. Par Jean-Baptiste de la Quintigny, qui était le directeur des jardins fruitiers et potagers royaux entre 1678 et 1683. Donc côté légumes, le roi adorait les artichauts, les asperges, les choux-fleurs, les concombres et les salades. Mais attention, on ne parle pas de simples laitues et de cressons. Non. Dans ces jardins, on cultivait des plantes aux noms aussi étranges que délicieux, comme le tripe-madame, le corne de cerf, le perce-pierre et les herbes à évêque. Et ces salades étaient une vraie fête, mêlées d'herbes aromatiques et de fleurs de bourrache, de violettes, de capucines. De la vraie poésie. Et ces salades, elles accompagnaient le service des rôts, qui étaient les viandes rôties ou les poissons, les jours maigres, qui faisaient suite au service des entrées et des potages. Les petits pois et le roi, c'était aussi une véritable histoire d'amour. En 1660, un cajot de ces petites merveilles débarque d'Italie, offert par Odigé, le maître d'hôtel de son ministre Colbert. Louis XIV goûte, Louis XIV adore, et soudain, c'est la folie à la cour. Les courtisans se ruent sur cette nouveauté. La célèbre femme de lettres, je ne sais pas si vous la connaissez, mais la marquise de Sévigné note même dans une lettre adressée à sa fille « Le chapitre des petits pois dure toujours. L'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé et la joie d'en manger encore sont les 3 points que nos princes traitent depuis 4 jours. C'est une mode, c'est une fureur. » L'asperge, elle est aussi très appréciée à l'époque. Sa forme de phallus conduit à lui prêter des vertus aphrodisiaques. On l'a surnommé même le doux javelot des amoureux. Mais attention, ce qui était marrant, c'est qu'une jeune fille respectable ne pouvait pas toucher ces phallus végétaux. Voilà, sinon elle était mal vue. Donc passons au dessert. Dans le potager du roi, on retrouve notamment des variétés rares et exotiques pour l'époque, telles que les ananas, les melons, les pêches et les fraises. Et Louis XIV, lui, avait un faible pour les poires, les figues et les melons.
Et voilà, donc en termes de structure, peut-être que... Oui, Yves-Marie, peut-être que tu peux nous dire un mot sur la façon dont ça fonctionnait, ce potager du roi, en rapprochant un peu le micro. Oui, juste quand même une précision. Louis XIV n'a jamais mangé d'ananas, mais Louis XV. Ah mince, excusez-moi pour donc c'est un petit point d'histoire. Non, l'ananas est arrivé très tard à la cour du roi. Oui, c'était un immense potager avec énormément de jardiniers. Et je crois ce qui est le plus extraordinaire, c'est que la Quintinie, bien qu'il n'y ait pas de serres telles qu'on les connaît à l'heure actuelle, réussissait à avoir des fruits et un certain nombre de légumes totalement décalés. Et entre autres, des asperges. Il avait des asperges au moment de Noël, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Comment il faisait du coup ? Alors, en sachant que le potager, initialement, était un marais. Donc, il avait fallu aussi assainir cette zone. Donc, ça a été un très, très gros travail et, je dirais, assez extraordinaire. Donc, tout simplement par des touches chaudes, en jouant avec le fumier et les températures qui pouvaient exister, il arrivait. Et puis, surtout, en amenant des matériaux sableux qui permettaient, entre autres, aux asperges de pousser, alors que le potager est une terre extrêmement argileuse et gorgée d'eau. Et du reste, la pièce d'eau des Suisses qui est juste à côté prouve que l'eau n'est pas loin. L'organisation est très classique, en fait. Elle ressemble au jardin d'ornement de cette époque. Non, elle ressemble au potager de cette époque. De cette époque et même des époques qui vont suivre. C'est-à-dire, finalement, ce sont des carrés de culture. Le seul point, c'est qu'il y avait également énormément de fruitiers, puisque la cour, en effet, mangeait beaucoup de poires. Il y avait en gros 150 à 200 variétés de poires, pratiquement qui allaient de l'automne jusqu'au printemps. Alors, l'une des raisons pour lesquelles on mangeait beaucoup de poires sous les Louis XIV, même Louis XV, c'était un problème de dentition. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas croquer dans les pommes parce que la plupart des personnes avaient des dents, je dirais, mal chaussées. Et donc, la poire permettait justement de manger un fruit sans s'abîmer la dentition. Il fallait faire de la compote. Alors, dans l'histoire, il y a d'autres techniques maraîchères qui sont très abouties. Il y a notamment les jardins des monastères. En quoi ces jardins marquent une rupture avec les époques précédentes, Yves-Marie ? Ouais, les jardins de monastères ne sont pas forcément une rupture. C'est-à-dire qu'ils ont été normalisés. Pratiquement, on sait que l'ensemble des monastères se sont réunis au 8e ou au 9e siècle et il y a ce qu'on appelle le plan de Saint-Gall, qui est une abbaye qui n'a jamais existé, était un plan théorique dans lequel on dit finalement quel type de jardin doit exister dans un monastère. Alors c'est intéressant parce qu'il y a le jardin de cloître, c'est un jardin extrêmement simple. Il y a le fruitier dans lequel on a les arbres fruitiers et qui est en même temps le cimetière des moines. Il y a le jardin de plantes médicinales ou le jardin des simples, et il y a le jardin légumier, mais en gros, au XIIe siècle, il n'y a pas de jardin fleuriste, car la fleur est interdite par l'Église catholique. Car elle était le symbole, finalement, du panthéisme qui était préexistant, et donc on a lutté contre les fleurs. Comme cette lutte n'a pas abouti, on a christianisé les fleurs et donc c'est devenu, après, à la fin du Moyen-Âge, les fleurs ont été réintroduites finalement, mais avec une autre connotation que celle qu'elles avaient précédemment. Donc le jardin potager du Moyen-Âge est un jardin en planche dans lequel on cultive en alignement les végétaux tels que ça s'est fait et que ça se fait en partie toujours de la même manière. Alors, en Bretagne, on a des endroits qui sont assez représentatifs de ça, notamment l'abbaye de Beauport. Vous connaissez, non, j'imagine, l'abbaye de Beauport ? Oui. Donc, du coup, c'est des endroits qui étaient un peu peut-être des centres commerciaux de l'époque, des endroits qui nourrissaient un grand territoire par cette production potagère. Déjà, la plupart des abbayes, il y avait beaucoup de monde. Voilà, ça on voit, c'est ce qu'on voit là sur les images. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toute une série de légumes qui n'étaient pas introduits et qui faisaient que pendant l'hiver, il fallait bien que l'on ait des réserves
Et donc les potagers étaient des lieux de production qui nourrissaient alors les moines, mais qui nourrissaient aussi tous les gens qui travaillaient autour et tous ceux qui passaient. Et donc c'est vrai que c'était quelquefois centaines de personnes qui mangeaient tous les jours dans ces monastères, et donc il fallait qu'il y ait une production, je dirais, assez intensive toute l'année. Alors, autre moment important dans l'histoire des potagers, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb notamment et les suivants en 1492. Et cette découverte va changer beaucoup de choses pour la production potagère en prenant son temps. C'est ce que va nous expliquer Chloé. Oui, absolument. Imaginez la scène. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb débarque sur l'île de Guanahani dans les Bahamas. Et là, surprise, il découvre que les autochtones se nourrissent d'aliments jusqu'à présent inconnus pour lui et ses équipiers. Donc, parmi la découverte des conquistadors, on va trouver des tomates, des courges, des haricots, des céréales telles que le maïs et le quinoa, des tubercules, donc pommes de terre, patates douces, manioc, mais aussi des épices, donc la piment, la vanille, et des fruits comme les ananas, les avocats, les figues de Barbarie et les fruits de la passion, goyave et papaye, ainsi qu'enfin des fruits secs, arachides, noix de cajou, noix de pécan et des fèves de cacao. Donc tout d'abord, les Européens, ils vont regarder avec méfiance ces nourritures qui sont consommées par ce qu'ils considèrent comme étant les sauvages. Et la Bible n'en parle pas, alors évidemment, ils se demandent s'ils vont pouvoir manger ces aliments avec leurs estomacs de bons chrétiens. C'est pourquoi seules quelques-unes de ces nouveautés vont être rapidement adoptées. Évidemment, leur implantation ne va pas être très simple. Il va falloir adapter ces plantes importées au climat et au sol très différents de leur région d'origine. Les jardiniers, ils vont d'abord essayer de se rapprocher le plus possible de leur climat naturel. C'est ainsi que, par exemple, la tomate va être cultivée dans le sud de l'Europe. Et peu à peu, ils vont sélectionner et développer des variétés capables de résister aux maladies européennes, comme le mildiou que vous connaissez bien. Le maïs, par exemple, sera, lui, rapidement cultivé, donc parce qu'il produit des grains comme le fait le blé, et il remplace dès le début du XVIIe d'autres céréales de moindre importance, comme le millet, dans certaines régions françaises. Le haricot est lui aussi très vite adopté parce qu'il va être assimilé aux légumes secs cultivés depuis toujours en Europe. Et enfin, petit aparté poulailler, la dinde, que Colomb décrivait comme une grosse poule avec des plumes comme une sorte de laine, est vite aussi adoptée, notamment parce qu'une fois débarrassée de ses plumes, cette poule dinde ressemble au paon, qui était le mets de prestige qui était servi à la table des grands. Alors Chloé nous dit très vite adopter, mais en fait c'est pas très vite. Ça a mis vraiment du temps à adopter ces légumes dans les potagers européens. Oui, parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, je dirais, d'ordre de sensation finalement. C'est que ce soit la pomme de terre ou la tomate, puisque vous l'avez cité, ce sont des plantes qui ont été, par les botanistes, mis dans la même famille que la belladone. Or, la belladone est une plante toxique européenne, bien connue, je dirais, dès le Moyen-Âge. Et on s'est dit, si c'est dans la même famille, c'est que le fruit et toutes les parties de la plante sont toxiques. Donc on ne va pas les manger. Donc, si on prend la tomate, alors il faut savoir que les premières tomates sont des tomates lianes qui sont arrivées à petits fruits, c'est les tomates cerises que l'on a à l'heure actuelle, et qu'elles ont servi, alors non pas en Espagne, puisque ce sont les Espagnols qui les avaient ramenées, mais à Gênes, parce que la plupart des marins étaient des Génois, et ont servi finalement à la cour des princes comme plantes décoratives. On les faisait pousser pour avoir des plantes décoratives dans le jardin des fleurs. Pour ce qui est de la pomme de terre, je passe sur ce que Parmentier essaiera, ou ce que Louis XVI essaiera de faire passer, puisque Marie-Antoinette portera des fleurs de pommes de terre à la boutonnière pour montrer que c'est une plante noble. Et puis, il y aura ce problème des champs gardés par les soldats. Mais la pomme de terre, finalement, ne va s'installer en Europe qu'à partir de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Et il faut savoir que dans des départements comme le Finistère, on a quand même préféré la châtaigne pendant très très longtemps plutôt que la pomme de terre. Ce qui sera le cas aussi de la Loire-Atlantique, où il y a des châtaigniers qui sont toujours qui produisent toujours. Et donc on voit bien que la civilisation ou les pays de la châtaigne n'ont pas accepté finalement très rapidement la pomme de terre. Et pourquoi est-ce qu'ils privilégient du coup le châtaignier ? Parce que c'était leur alimentation de base, qui avait toujours existé,
même si le châtaignier est une plante exotique, puisqu'elle avait été introduite du temps du néolithique, lorsque les populations venant de l'Asie centrale et de Méditerranée étaient venues juste dans l'ouest. Et finalement, la civilisation du châtaignier, finalement, il y avait aussi des rites. Moi, je me souviens, étant adolescent, lorsque j'étais à la campagne, pas très loin de Nantes, le rite de la châtaigne et des repas du soir à la châtaigne se faisait autour du feu. Et donc, on racontait des histoires, on passait finalement toute une série de légendes et autres. Et donc, on passait toute la soirée, plutôt que d'être devant la télévision, écouter je ne sais quoi. Donc, il y avait un rite complet. Et le fait de supprimer finalement ces notions de rite, ça s'est fait que progressivement. Et je crois que c'est un point important qu'il ne faut pas négliger. L'autre chose, c'est que si on prend la pomme de terre, la plupart des pommes de terre sont arrivées quand même assez tard, car il a fallu qu'on les trouve dans le sud du Chili, dans des zones où on avait des températures et surtout des longueurs de jour qui correspondent à nos longueurs de jour, c'est-à-dire finalement des zones à jour court puis à jour long, puisque les pommes de terre qui viennent du Pérou sont de jour court et qu'elles ne peuvent pas pousser, je dirais, naturellement chez nous. Par contre, sous les tropiques et au Kenya, où ils sont en train de faire de la pomme de terre, ça pousse très bien parce qu'on est sur le même type de climat. Parce que la grande question, et c'est vrai pour les carottes de la même manière, c'est un problème de tubérisation. Et la tubérisation se fait en jours plutôt longs chez nous. Et si on n'a que des jours courts, on ne tubérise pas. Et je peux vous faire l'expérience qu'on m'avait demandé d'essayer de faire des cultures de carottes lorsque j'étais aux Antilles comme coopérant. Alors j'avais dit, moi je veux bien essayer, mais je sais que ça ne fonctionnera pas. Et en effet, à part avoir des petites carottes comme ça qui étaient dures à l'intérieur, on n'avait strictement rien. Donc ces problèmes de biologie, finalement, de physiologie des végétaux et de l'adaptation à nos climats sera très longue, indépendamment du fait que les populations ne seront pas forcément enclines à changer leurs habitudes alimentaires. Alors, pour finir cette rubrique, j'aimerais bien revenir juste sur un point d'histoire important. Ce sont le travail qui a été fait au cours du 19e siècle, début du 20e siècle, par les jardiniers de Montreuil, ou en tout cas les jardiniers de la banlieue de Paris. Donc c'était des jardiniers qui travaillaient d'une certaine façon en permaculture, qui étaient extrêmement efficaces, connus dans le monde entier. Pourquoi cette renommée, Yves-Marie, de ces jardiniers de Montreuil ? Parce qu'ils avaient mis au point un système de culture qui était... Ils n'avaient pas de serre, mais ils avaient construit des séries de murs orientés correctement. Voilà, on les voit là sur les images. Et ces murs emmagasinaient la chaleur, ce qui permettait d'avoir une restitution de chaleur pendant, je dirais, la nuit, éviter les gelées et d'avoir des fruits que l'on ne pouvait pas produire dans la région parisienne, entre autres des pêches, parce que c'était des mûres à pêche ou des abricots, en sachant que les pêches comme les abricots qui étaient produites dans le sud de la France ne pouvaient pas arriver en bon état à Paris au 19e et même au début du 20e siècle. Donc ils avaient mis au point un système de culture qui était extrêmement performant et, je dirais, très écologique d'une certaine manière. Et du reste, on parle toujours des mûres à pêche, mais il y avait également des mûres à vigne dans lesquelles on faisait du raisin à manger, enfin à boire aussi, enfin pour faire du vin aussi, non, et à manger aussi. Non, uniquement pour manger, qui était produit de la même manière le long de murs. Donc il y a eu une technique de potager entre autres dans la région parisienne, mais on retrouve aussi dans le Val-de-Loire, pour produire ce qui ne pouvait pas être produit en plein air et pour lequel on n'avait pas les techniques non plus pour faire des chauffages en serre. Et donc, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils approvisionnaient le marché parisien et qu'ils ont eu cette renommée parce qu'ils ont quand même travaillé pendant presque un siècle, je dirais, pour nourrir Paris. C'est une inspiration pour toi, Olivier, oui, ces jardiniers de Montreuil. Tu vas construire des murs ? Non, mais ça me fait penser un petit peu à ma jeunesse. Mon voisin avait pas mal de vignes et je pense qu'il y avait le long des murs et je pense qu'il y avait une raison aussi. Voilà. Et on s'aperçoit que même l'orientation, comme tu le disais,
quand on fait certaines cultures le long des murs, en règle générale, les fruits comme les fraises, tout ça, viennent mieux et sont plus goûtés. Oui, il y a plus de chaleur. Il y a plus de chaleur, lumière, tout à fait, exactement. Un fonctionnement Il faut profiter de la chaleur de la pierre. Exactement. Merci Olivier, merci Chloé. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, en tout cas les plus petits d'entre vous, puisqu'on va parler de l'école. C'est important, cette transmission du savoir, pour qu'on puisse évidemment s'améliorer collectivement, mais c'est très important entre générations. Et donc, nous recevons Émilie, directrice de l'école Saint-Joseph de Médréac, qui va arriver sur ce plateau. Bonjour Émilie, et Martine aussi, elle peut venir. Voilà, deux institutrices sur le plateau qui vont nous raconter l'attachement des élèves à leur environnement naturel. Est-ce que c'est vraiment vrai ça, que tes enfants sont attachés à l'environnement naturel ? Ah oui, mes élèves sont très attachés à leur environnement naturel, à leur commune. D'autant plus que certaines familles sont là depuis aussi plusieurs générations. Les parents habitent Médréac, les grands-parents habitent Médréac. Et puis, ils aiment se promener autour de Médréac. Ils connaissent forcément, les personnes qu'on rencontre dans Médréac, ce sont des amis de la famille, des connaissances des grands-parents. Donc il y a quand même une certaine sécurité. Et puis, d'autant plus que maintenant, ils peuvent s'impliquer dans la vie de la commune et dans leur environnement, puisque la municipalité a mis en place le conseil municipal des jeunes. Et ils peuvent maintenant prendre des décisions pour la commune sur ce qu'ils veulent pour la commune. En tout cas, ils n'ont pas du tout envie de partir. C'est ce qu'on a pu recueillir comme sentiment en allant les voir. On les écoute tout de suite dans ce petit reportage. C'était à l'école Saint-Joseph, justement. C'est quoi la campagne pour vous ? C'est surtout... Moi, je trouve que c'est plutôt la ville, tu vois, il va y avoir beaucoup d'épiceries, il y aura beaucoup de monde, que la campagne, c'est beaucoup plus tranquille, il y aura beaucoup d'oiseaux, il y aura des arbres. Du calme. Ouais, du calme. Et beaucoup de végétation. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la nature ? On se promène dans la forêt. Écouter les oiseaux. Je vais en bas chez moi, à la rivière. Moi, je me promène parfois à côté des étangs. On fait un jeu avec ma maman. Elle nous dit, par exemple, trouver un champignon et on doit trouver un champignon. Et après, elle nous dit trouver une feuille et puis on doit trouver une feuille. J'aime bien ce jeu. Souvent, je me promène dans les champs avec mon papa et ma mamie, vu qu'ils sont agriculteurs. Je fais du vélo, je marche ou je cours. Et tu préfères être dehors ou dedans ? Dehors. Dehors ? Pourquoi ? Parce que tu entends les chants des oiseaux, et on sent l'air, tu peux te reposer, sentir le vent te caresser. Parce que ça lâche un peu de la maison et comme ça nous fait prendre l'air. Et moi, parce que c'est amusant et j'aime bien prendre l'air. Et en même temps, on peut se promener. Ouais. Moi, on s'amuse à place d'être toujours enfermé. Il faut avoir la liberté. Et si on vous dit, tiens, maintenant on déménage, on va vivre dans une grande ville, vous dites quoi ? Non. Je me sentirais pas bien. Dans une grande ville. Non, merci. Ouais, moi, j'ai bien dans ma petite maison. Pareil. Allez, on s'en va à Paris. Moi, je veux bien parce que c'est où ma marraine habite. Je suis déjà allée à Paris, mais je trouve que c'est horrible. Qu'est-ce qui ferait que tu te sentes pas bien en ville ? Parce que... Je sais pas. Le problème des grandes villes, il n'y a pas beaucoup de nature. Moi, j'adore jouer dehors, alors non, pas la ville. Et les animaux, s'il n'y a pas assez de nature, ils peuvent mourir. Moi, je dis qu'il y a beaucoup trop de bruit. On peut pas dormir. Déjà, j'aime pas trop le bruit. Je trouve que j'aime bien être dans le calme et être en fait dans ma petite campagne où il n'y a pas beaucoup de monde autour de moi, pas beaucoup de maisons, pas beaucoup de bruit. J'aime bien être dans ma petite campagne.
Voilà, j'aime bien être dans ma petite campagne. Paris, c'était horrible. C'est ça, Émilie, ce qu'ils ressentent? Bah, apparemment, oui. On n'ira pas en voyage scolaire à Paris, alors. Cet attachement, il se matérialise par une connaissance quand même de la nature des enfants, enfin quelque chose de différent peut-être de la connaissance des enfants des villes. Enfin, je ne sais pas si on peut comparer, mais quand on les entend, les oiseaux sont beaucoup revenus, c'est marrant, mais il y a une certaine sensorialité en fait qu'on ressent. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai l'impression que le fait de vivre à la campagne, c'est tellement de sensations pour eux. C'est les bruits, les odeurs, la rivière. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que on va leur apprendre aussi, enfin nous, en tout cas à l'école, ce qu'on souhaite leur enseigner, c'est une responsabilité, un respect de leur environnement. Et puis, ça fait plusieurs années qu'on doit faire de nos élèves des citoyens. Maintenant, on est plus sur la notion d'éco-citoyen, se dire que voilà, on doit avoir une conscience de ce qui nous entoure. Et puis, on l'a bien entendu, hein, ils commencent vraiment à se rendre compte que tout est lié, en fait, tous les animaux, les insectes, les végétaux, et puis l'action humaine, finalement, sur tout ça, ça a forcément une incidence. Donc c'est ça qu'il faut leur enseigner à l'école. Et le dernier point, on le ressent vraiment, c'est cette notion vraiment d'émerveillement sur ce qui les entoure. Apprendre à écouter, aiguiser le regard des enfants et puis voilà, leur montrer que la nature est magnifique. Moi, je sais, j'ai passé 3 jours avec mes élèves en classe rivière, en bottes en caoutchouc, en short, à patauger dans l'eau, dans la rivière. C'était vraiment magique. Enfin, on le voit sur les photos, c'était vraiment super. Alors, pour pousser cette conscience d'éco-citoyen, il y a des cours de jardinage qui sont donnés au sein des 2 écoles, l'école Saint-Joseph et l'école des 7 Loups. Nous sommes rendus à l'école des 7 Loups pour capter ce moment de confrontation au mystère de la Terre. C'est un reportage au sein de l'école. On a le droit de creuser avec ses mains, pour faire plus profond. Viens, on fait. Moi aussi, je vais faire dans le même trou, là. Viens. Il veut faire. C'est quoi ça? C'est la terre. J'ai mis des graines dans des trous et je les ai recouverts de terre noire. Et pourquoi t'as fait ça? Pour qu'elles poussent. Il faut prendre une terre, faut mettre des pions, pour recouvrir de terre. Et après, ils poussent. Avec ma grand-mère, on avait planté des fraises. Mais maintenant, elle en a plus, elle a fait un potager. Regarde la graine là. Il va mettre sa graine de tournesol à rendre dans le trou. Oh mince. Attends Arthur, Voilà. Mets bien dans le trou, pousse ça dans le trou Aaron. Arthur, Vas-y. attends, on va peut-être en avoir besoin. Pousse ça dans le trou. Voilà. Et maintenant tu recouvres avec de la terre. Attends, regarde. T'avais mis avec ton doigt? Attention, tu mettras ta main. Et tu vas appuyer bien fort. Tu appuies bien fort avec la main. Vas-y. Appuie bien fort pour tasser. Ouais. Bah là, on fait de la terre. Bah, c'est pas grave, on lavera les mains. Chez toi, c'est toi qui fais du jardinage? Oui, avec ma maman. Mais mon papa, il ne nous aide pas. Parce qu'il est toujours en travail. Et un jour, j'allais planter avec ma maman dans mon papa, il était là et il ne voulait pas encore nous aider. Et pourquoi ça? Parce qu'il était tranquille dans le canapé de nous. Prends une graine. Tu la perds pas, hein? Tu l'as perdu. Elle est partie où? Dans la manche. D'abord, on a mis de la terre. Ensuite, on a fait un trou avec notre doigt dans un trou. Après, on a mis les graines. Puis, on a pris des bâtons et on a écrit nos noms de chaque côté. Par exemple, là, il y a Mélina et là, il y a Mélusine. On a appris qu'il y avait une petite plantule qui sortait d'une graine. La graine s'ouvrait. On pouvait arroser.
On ne pouvait pas le mettre dans la terre, aussi dans du coton-tige, à la place de la terre. On a coupé une graine pour savoir ce qu'il y avait dans la graine. Il y a la plantule, le bébé plante, il y a le cotylédon, le tégument et une petite feuille. Tu peux tasser un petit peu avec ta main. Ah, ici, il y en a. Oui, un ver de terre. Il y a un ver de terre. Oh, regarde, il y en a ici. Oui, il y a un ver de terre. Des fois, il y a des graines qui s'échappent. Ah bon? Qui vont où? Qui vont se poser ailleurs et comme ça, ils replantent toujours, tout seul. Tu prends ça? Attention, c'est dangereux. On y va, on descend. C'est parti. On dirait un pistolet, mais c'est un plantoir. Il y a pas mal de connaissances, ça balance un peu aussi, hein, mais il y a pas mal de connaissances qui passent. Pourquoi c'est important, à l'école Saint-Joseph, vous faites la même chose, hein, c'est pareil. Pourquoi c'est important cet apprentissage de terrain pour les enfants? Alors déjà, faut savoir que tout ce qui va être éducation au développement durable, donc ça passe aussi par le potager. De toute façon, c'est dans les programmes scolaires, ça c'est sûr. C'est au cœur des programmes, de plus en plus. Mais c'est surtout que ça va permettre aussi de donner du sens à beaucoup d'autres enseignements. Ça va permettre nous, à l'école, on nous demande vraiment de donner du sens à ce qu'on va leur enseigner. Et ça passe justement par les gestes du quotidien. Que ce soit en français ou en mathématiques, on va forcément évoquer les choses de la nature, les choses qui nous entourent. Et puis notamment, je pense par exemple aux enfants qui vont avoir des difficultés de lecture. C'est une entrée qu'on peut avoir en reprenant, je vois tout à l'heure là dans le reportage tout de suite, la lecture des prénoms sur les étiquettes. Mais oui, ça peut être une entrée pour la lecture ou prendre un texte qui va parler de jardinage en littérature ou ou en mathématiques, sur les problèmes. Donc de toute façon, on peut toujours trouver des entrées pour mettre la nature au cœur de nos apprentissages. Ceux qui diraient que l'école, elle est là pour apprendre à lire, elle n'est pas là pour apprendre à faire du jardinage, ils se trompent. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui disent ça, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne piste. Voilà, non, il y a vraiment... c'est vraiment une entrée qui est de plus en plus importante. On a encore, je pense, beaucoup de choses à apporter dans les années à venir dans les écoles sur tout cet enseignement. Mais je vois comment... Après, en fonction des âges, on ne va pas forcément apprendre les mêmes choses. Dans les classes avec les plus petits, on va être sur le cycle, les saisons, le cycle des saisons, la différenciation entre les fruits et les légumes, reconnaître les animaux. Pour les plus grands, on va être sur des notions plus précises. On va être sur les écosystèmes, sur les énergies renouvelables. On va avoir vraiment des thèmes plus généraux et parfois des fois plus théoriques. Mais je vois pour les plus grands, même le fait de donner le nom scientifique d'un légume, ça va permettre de rentrer dans l'étymologie du mot. Et puis là, on va être plus sur du français, les racines latines et grecques. Donc voilà, c'est vraiment... On peut faire du transfert entre les apprentissages et non seulement faire du transfert entre les apprentissages, mais le but de l'école, c'est aussi qu'ils puissent transférer ce qu'ils apprennent à l'école dans leur famille. Yves-Marie, est-ce que l'apprentissage du jardinage ou du potager, c'est quelque chose qui a été fréquent dans l'histoire des plantes au sein de l'école ou pas du tout? Est-ce qu'on a appris, est-ce que autrefois les écoliers apprenaient à faire du jardinage à l'école ou jamais? Alors, je pense qu'il y a deux... On ne peut pas faire de généralisation, mais dans les villes, et lorsque j'étais directeur de service d'espaces verts, le but, c'était d'avoir des cours qui soient propres. Donc, finalement, le but, c'était de faire disparaître tout ce qui pouvait être terre et qui pouvait salir. Donc, dans le fond, on a, pendant des années, voire des décennies, supprimé tout rapport avec quelque chose qui pouvait être naturel, sauf peut-être le tilleul qui donnait un peu d'ombre ou le platane qui existait dans la cour. Mais à part ça, c'était ça.
Et les quelques expériences que j'ai pu avoir moi, dans les années 90, lorsque j'étais sur Orléans, pour les potagers, c'était vraiment des expériences de quelques directeurs qui n'étaient pas forcément bien vus parce que justement ils sortaient du cadre. Et souvent, lorsque cet instituteur ou ce directeur était muté et partait, tout s'effondrait en même temps. Donc c'est vrai qu'il y a une modification très profonde de l'approche, je pense, dans l'enseignement, de l'approche de la nature et du rapport finalement à ce qui est vivant, dont la terre, qui est quand même quelque chose de très important. D'ailleurs, la tendance, c'est plutôt à enlever le béton des cours de récréation, en tout cas de les végétaliser davantage, c'est ça? Alors voilà, je pense que voilà, maintenant on est sur une tendance où on essaie de revenir. Voilà, on a enlevé tout ce qui était végétaux et maintenant le but serait de remettre la nature au cœur de l'école. Alors voilà, je pense que parfois ça peut demander de gros travaux, mais je pense qu'avec de la réflexion et la volonté de tous de changer les choses, on peut y arriver. Voilà. Et puis, moi, j'ai tendance à dire que l'école, c'est pas que les murs de l'école, c'est tout ce qui va nous entourer. Et à Médriac, on a la chance, on a quand même des espaces qui peuvent accueillir des classes, des chemins de randonnée, des parcs arborés. Et puis, voilà. Donc, l'école, c'est pas que les murs de l'école, c'est tout ce qui est autour. En tout cas, quand on parle de nature aux enfants, ils se désespèrent très vite des dégâts qu'on peut lui infliger. On va écouter ces paroles, souvent fortes, parfois drôles, il faut bien le dire, sur la pollution qui les a fait réagir. C'était encore une fois à l'école Saint-Joseph. On écoute leur témoignage. Qu'est-ce que tu vois comme type de pollution, par exemple? La pollution, c'est... quand on ne suit pas le sentier, qu'on va sur l'herbe, et ça la piétine. Des bouteilles en plastique, des cigarettes par terre. Les motos. En fait, j'ai vu de la pollution dans la nature. Là, des gens qui jetaient des déchets. Le McDo, ça pollue pas. Réchauffement climatique. Ça met beaucoup de pesticides. Les énergies non renouvelables. Le pétrole. On construit des villes et du coup on casse les forêts. L'uranium. Ouais, des pneus. Des fois il y a des pneus abandonnés dans la nature. C'est une énergie renouvelable, je crois. Je me souviens plus. Est-ce que les voitures électriques, ça pollue ou quoi? Oui, ça pollue. Bah non, parce que c'est électrique. C'est électrique, mais oui, mais ça pollue. Tout est créé grâce à des usines. Et du coup, ça pollue énormément. Et comment on fait l'électricité? T'as pensé ça? On utilise de l'uranium, et l'uranium, ça pollue un max. C'est pour ça que j'ouvre toujours mon volet le matin. Parce que tu voudrais qu'on protège la nature? Oui. Mais il faut arrêter de polluer. Ça fait du mal à la planète. On doit la protéger. Et à un moment, on pourra plus vivre, ça se trouve. Hein. Je trouve que c'est triste. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la nature? Je sais pas trop. On doit les laisser pousser les fleurs et on doit leur donner à boire. Il faut mieux utiliser les vélos et la marche que les voitures, les camions et tout ça. Un jour on va en voiture, un jour on va en vélo. Construire des choses de nos propres mains, sans besoin d'usine. Quand on voit des déchets, je les ramasse et je les mets à la poubelle. Plutôt que faire des assiettes en plastique, pour aller les faire en carton. Ah bah ouais. Ou encore en bois. On essaye d'utiliser la lumière vraiment quand on a besoin. Et toi, comment tu fais pour réparer la nature? T'as pas d'idée? Non. Et si vous aviez une baguette magique, comment vous pourriez faire pour que le monde soit sans pollution? Une voiture avec un moteur qui fait des bulles. Un monde avec une nouvelle source d'énergie qui ne pollue pas, qui tue pas, qui fait rien, qui est parfaite. Ouais. Au lieu de rejeter de la fumée, ça fait des bulles. Ce serait pratique, non? Par exemple, si t'as des personnes qui étaient mal élevées et qui continuent à jeter des déchets, moi, si j'étais magicienne, je leur dirais
arrêter de balancer les objets par terre. Enfin, des trucs, quoi. T'as pas besoin d'être magicienne pour ça. Oui, mais moi, j'ai pas la force de dire quand c'est des inconnus. Si on te dit, il faut moins de pollution, jette ta Switch à la poubelle, tu le fais. Bah non. Enfin, je sais pas. Pas directement, non, mais... On se dit, faut se passer des choses et tout. Par exemple, on fait tous notre douche plusieurs fois dans la semaine. Ça consomme de l'eau. On prend... Parfois, on prend des bains. Bah, je veux bien la garder, mais si c'est pour jouer dans les champs. Ça doit bien capter. Hein. Par exemple, si on te dit, maintenant, tu achèteras une paire de baskets tous les 2 ans. Bah, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai plein de chaussures, mais t'en profites d'abord. On va toujours polluer un petit peu, mais il faut quand même diminuer un peu. Vous voyez aller à l'école tous les jours à pied ou à vélo? Moi, ça me jette pas de faire du vélo pour aller au boulot. Hein. Sauf en hiver. Ça serait pas trop dur? Non. Au pire, je vais pas au boulot pendant l'hiver. Ouais. Vous êtes prêt à renoncer à la télé, par exemple? Oui. Je regarde pas beaucoup la télé. Moi non plus. Renoncer au voyage? Ça, je pense que ça va être compliqué pour moi. Si j'avais été à l'époque de mes arrière-grands-parents, j'aurais été bien heureuse. Ah ouais. Voilà. Ils sont comme nous, face à leurs contradictions, finalement, c'est ça? Apparemment, hein, la Switch, ça a l'air... Oui, il y a des choses difficiles et les baskets. Il faut se séparer de la Switch, des chaussures, des vêtements, c'est pas facile. Mais en fait... Mais oui, ils ont quand même, là au début du reportage, quand on leur parle de pollution ils se rendent quand même compte que, voilà, que mine de rien, les incivilités sont quand même un peu partout, surtout parfois en campagne. Mais on l'a constaté aussi, on est allé visiter on est allé en ville il n'y a pas longtemps, et dans un écoquartier où... Là, la nature est au cœur des immeubles et même, le but étant de privilégier la nature par rapport aux habitations. Mais voilà, il y avait toujours des incivilités et je pense qu'ils ont cette conscience que nous, en tant qu'adultes, on n'avait pas forcément à notre époque. Enfin, quand on était jeunes, je ne sais pas, je dis ça, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'ils sont plus conscients de certaines choses, des énergies renouvelables. Moi, je ne me souviens pas que, étant jeune, j'avais cette conscience-là des énergies renouvelables. Ah oui, ils vont sur ce terrain-là très naturellement. Hein. Oui. C'est pas pour le coup, c'est moi qui ai fait l'interview, mais je les pose pas du tout. C'est naturellement ça. Ils sont indignés par les mauvais comportements, et puis il y a une certaine conscience quand même que ça serait bien de faire autrement, quoi. Ça vient plutôt d'eux. Exactement. Martine, tu vas nous parler livres? Tout à fait. Alors, comme cet après-midi, il y a des enfants dans le public, j'ai sélectionné une revue, La Petite Salamandre. Donc, c'est une revue que vous pouvez trouver à la médiathèque. Laure, elle est abonnée. Et donc, en fait, dans cette revue, on propose aux enfants de découvrir la nature et notamment, plus précisément, avec des articles vraiment très pointus, les animaux, par exemple, du jardin. Là, il y a un petit article sur le hérisson, comment l'accueillir dans son jardin, comment le protéger. Donc, voilà, c'est une petite revue très, très intéressante pour les plus jeunes. Je continue dans ma lancée pour les enfants. Mon premier jardin en permaculture. Alors, là, on parle aussi de permaculture, alors. Voilà, c'est ça, je complète Emmanuel. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment adressé aux enfants. C'est vraiment fait pour eux. Ça leur explique ce qu'est la permaculture. Pour les parents qui veulent l'offrir, c'est vraiment un livre qui va leur apporter des informations très précises pour devenir autonomes. Vous leur laissez un petit bout de votre jardin, chers adultes, et vous verrez, vos enfants vont se débrouiller comme des grands jardiniers. Ils ont tous les outils pour réussir, en tout cas.
Alors, dans le même état d'esprit que mon premier jardin en permaculture, il y a Damien Decars qui a écrit La forêt comestible. C'est un youtubeur, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un youtubeur. Ouais. Ses vidéos sont très sympas et ses livres aussi, donc voilà. Alors, dans La forêt comestible, en fait, on a tout ce qui est nécessaire pour bien commencer un jardin. Donc celui qui n'y connaît pas grand-chose peut trouver tous les conseils, tous les petits trucs, toutes les petites astuces dans cet ouvrage. Et après, quand on est déjà doué, on trouve aussi comment greffer, comment améliorer le sol de son jardin. Donc c'est très intéressant. Alors, il a écrit un autre ouvrage, et je remercie quand même Emmanuel au passage de ne pas avoir divulgaché le nom du canard. Il a parlé du canard tigre, donc... Ouais, bon, alors il s'est un peu trompé apparemment, mais c'est pas grave, c'était pour être sympa avec moi en fait. Donc en fait, le canard, c'est le canard coureur indien. Si en ce moment vous disputez les fraises avec les limaces dans votre jardin, eh bien, il ne faut pas hésiter, vous lisez cet ouvrage et vous aurez les réponses. Avec ce canard coureur indien, à l'intérieur du livre, on vous explique la reproduction, l'alimentation, son habitat quand même favori au canard coureur indien. Et c'est vrai qu'il mange beaucoup de limaces. Donc voilà, ça peut être un atout pour le jardinier. Et pour finir ? Pour finir, un petit dernier. Souvent, on oublie que le jardin, il peut être cultivé en hiver. On le laisse souvent en latence. Et finalement, Elliot Coleman nous propose cet ouvrage des légumes en hiver. Donc, ça permet de continuer à jardiner, d'avoir des légumes encore en décembre, janvier, février, mars. Par contre, voilà, c'est vrai qu'il faut tout de même que le jardinier soit outillé de serre. Parce que sinon, ça reste compliqué. Elliot Coleman, c'est un grand nom justement du jardinage en permaculture. Ouais, et c'est très bien écrit et franchement, ça donne envie de faire pousser quelques petites choses dans la serre en hiver. Et alors, pour finir cette émission, Yves-Marie, peut-être une idée de livre aussi qu'on pourrait lire sur l'histoire des plantes, sur le jardinage, à part les tiens, bien sûr, parce que je rappelle qu'ils sont nombreux. À vrai dire... pris comme ça au dépourvu, non, mais je pense qu'il y a le fait de lire, il y a le fait surtout de pratiquer. Et ça me semble être la chose la plus importante. Oui. Et que dans bien des cas, finalement, la lecture permet en effet peut-être d'éviter certains travers, mais rien ne vaut l'expérience. Oui. Et je pense que chaque, je dirais, terrain, chaque cas est un peu particulier. Et je reste persuadé que finalement, le savoir-faire et l'écoute finalement des anciens, dont je fais partie, est une chose quand même importante pour bien arriver à cultiver son jardin. Oui. En tout cas, c'était super de t'avoir écouté. Merci beaucoup d'être venu, Yves-Marie, qui est arrivé hier et donc du coup qui a fait une conférence hier soir et qui continue aujourd'hui. Merci à vous deux d'avoir participé à ce plateau de télévision. Vous retrouvez tout ça sur nos réseaux sociaux. Je vous invite encore une fois à vous abonner, YouTube, Instagram, Facebook. Et puis, dans une demi-heure, ou peut-être 3/4 d'heure, je ne sais pas, projection du film Tout est possible de John Chester, qui nous emmènera encore une fois dans la permaculture. Merci d'être là. À très vite. Et c'est fini pour cette émission. Je qu'elle me ressemble. Je veux qu'on s'assemble, rien qu'elle et moi, pour un jour ou pour des mois. J'écrirai son nom sur l'herbe verte, rien qu'elle et moi, la porte ouverte. Sur mon visage, je sens ton souffle. Petite information, il y a des crêpes dehors qui vous attendent si vous voulez. La chaleur de ta peau. Tes graines volent et je m'envole, vole les courbes de tes pollens, si belles, si lointaines. J'aime tes petits et grands secrets, si bien cachés au fond des prés. Tu es ma nature, tellement mature, avec ses secrets tellement cachés. Secrets de nature tellement purs.
secret de nature, une belle aventure. Je veux qu'elle me ressemble, je veux qu'on s'assemble, rien qu'elle et moi, pour un jour ou pour des mois. J'écrirai son nom sur l'herbe verte, rien qu'elle et moi, la porte ouverte. Sur mon visage, je sens ton souffle, sur ma peau, la chaleur de ta bouche. Tes graines volent et je m'envole. Vol, vol, les courbes de tes pollens si belles et si lointaines. J'aime tes petits et grands secrets, si bien cachés au fond des prés. Tu es ma nature tellement mature, avec ses secrets tellement cachés. Secrets de nature tellement purs, secrets de nature, une belle aventure.